3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. À vos côtés, Igor Demac, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Hervé Gouletker à nos côtés ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. On va vivre avec cette idée d'un plateau, enfin quel que soit le niveau des taux terminaux, BCE, Fed. On y est quasiment, j'imagine, Igor. Et donc l'idée de ce plateau, de ce maintien dans le temps, de ces taux à des niveaux élevés, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu dans le cycle et les cycles précédents. Est-ce qu'on a vu le gros des dommages sur les marchés financiers? Est-ce que les impacts les plus importants sont encore à venir? Il n'y en a pas eu beaucoup, en fait, de dommages, parce que la hausse des taux, finalement, on voit que dans la croissance, ça a été plutôt bien absorbé. On a vu que les ménages, en général, avaient beaucoup d'épargne post-Covid. Les ménages en ont consommé une partie, mais je pense que c'est la permanence d'un coût de l'argent très élevé qu'il est difficile de gérer. Et on le voit très bien sur le budget des États. C'est-à-dire qu'au démarrage, passer de 2 à 5, ça n'a aucun impact parce que la partie de refinancement est très faible. Mais si on refinance tous les ans 8, 10, 12, 15% de la dette publique, la charge d'intérêt, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Europe quand on voit l'immobilier, etc., c'est la permanence du coût de l'argent très élevé qui bloque les transactions et puis qui fait que ceux qui sont... il n'y a pas beaucoup de taux variables, mais en tout cas, le coût de l'argent pour financer l'économie devient de plus en plus punitif. Donc, je ne pense pas qu'on l'ait encore vu. Et sur la situation globale, États-Unis, Europe, on a toujours les États-Unis qui sont en avance par rapport à notre cycle, parce qu'ils font les choses avant, entre guillemets, ils connaissent les crises avant, puis ils ont un potentiel économique qui est bien plus fort. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des grandes perturbations des prix très différenciés. En Chine, on est en déflation, on est en surinflation au Royaume-Uni. Aux États-Unis, ils la contiennent par rapport à l'Europe. Et ça, cette perturbation des prix, ça donne lieu à des arbitrages. Mais globalement, ce n'est pas très bon pour une croissance mondiale parce qu'elle n'est plus synchronisée. Donc, chacun tire dans son coin avec les outils qu'il a. Mais globalement, le renchérissement du coût de l'argent, ce n'est pas un bon signal pour des économies qui vivent de manière publique ou privée sur l'endettement. Et sur le plan de la stabilité financière, vous dites qu'il faut rester vigilant aujourd'hui. On a eu l'épisode SVB en mars aux États-Unis. On parle beaucoup moins du secteur des banques régionales américaines, qui a été un des endroits où ça a craqué. Et il y a peut-être d'autres segments de marché à surveiller. Mais les mortgages sont très portés par les banques régionales. Et le taux du mortgage est passé de, 4 à 7 aux États-Unis. Il y a les pertes potentielles sur le portefeuille d'actifs qui avoisinent 550, 600 milliards de dollars. Donc c'est toujours un secteur qui est, certes bien contrôlé parce qu'il a été identifié comme risqué. Et puis, globalement, de toute façon, on est dans les États de la zone euro, révision de croissance à la baisse, donc on va aller chercher des économies. Alors, je ne sais pas trop où on peut faire les économies en France, parce qu'on ne donne que de l'argent public à qui on demande. Et donc, on voit bien que les budgets sont très contraints. Et je vous rajouter la crise migratoire, qui est un coût supplémentaire pour la zone euro, par exemple. Donc, on va être dans un environnement contraint. C'est pour ça que la croissance mondiale, en 2024, on est plutôt sur une décélération qu'une accélération. Et donc, les marchés financiers, c'est une question de dérive première et seconde. Donc, si on n'accélère pas, voilà, on a des marchés qui sont assez étalés. Ils reflètent assez bien, moi, je trouve, cette situation. Et puis, on ne parle pas encore des profits des entreprises, mais là où ils ont bénéficié de l'inflation, au détriment des ménages, c'est peut-être en train de se retourner aujourd'hui. Quel est le commentaire un peu global pour cette rentrée encore, Léa? Effectivement, l'idée que le système économique, financier va devoir vivre pendant quelques mois, quelques trimestres peut-être, avec ce niveau de taux atteint par les banques centrales en septembre 2023. Oui, alors ça, c'est finalement c'est une situation nouvelle. Tout le monde pensait effectivement d'un point de vue de la courbe des taux tout simplement, et d'ailleurs c'est dans les cours pour l'instant, qu'on allait avoir rapidement une baisse des taux. Je n'y crois pas vraiment et je pense qu'on s'installe durablement dans cette économie avec des taux de refinancement qui vont être beaucoup plus élevés. Après, sur ces refinancements qui sont plus compliqués, je pense qu'on est qu'au tout début. Et quant à l'inflation, alors qui est mon sujet phare, on en a parlé, je pense, pendant 1 an et demi. Est-ce qu'elle est transitoire? Est-ce qu'elle n'est pas transitoire? Moi, je reste convaincue que cette boucle inflationniste, on est quand même bien rentré dedans. J'ai du mal à la voir s'arrêter, de par la partie salaire, notamment. C'est une des questions qui est posée aujourd'hui par le syndicat de l'automobile
automobile aux États-Unis. Il n'y a pas que la question salariale, il y a la question de la transition vers l'électrique, de ce que ça va coûter en emploi, de la représentativité du syndicat s'il y a moins d'employés, etc. Mais il y a aussi, et avant tout même, la question des salaires. Igor, je ne sais pas, sur l'automobile américaine, si ça vous intéresse, est-ce que c'est bon pour Tesla? Est-ce que c'est bon pour d'autres constructeurs? On lui a collé sur le dos une rupture technologique telle qu'on a demandé aux producteurs, aux constructeurs de premiumiser leurs véhicules et leurs produits. Ce qui est vrai, c'est que les employés ne peuvent plus acheter, et beaucoup de personnes, entre guillemets, médianes, ne peuvent plus s'acheter des véhicules à 50, à 60, 70 000 euros. Donc oui, après, le phénomène de grève aux États-Unis n'est pas si rare que ça. Non. Donc je pense que c'est plutôt la relation capital-travail. Elle est peut-être un peu plus saine là-bas, puisqu'elle est peut-être plus confrontationnelle. Moi, ce n'est pas une source d'inquiétude particulière. C'est des négociations salariales, il y en a à peu près partout. Et en général, les Américains savent faire le deal quand il faut. Sur le plan de la politique, les présidents américains ont certes une influence. On verra Joe Biden avec son programme IRA a quand même beaucoup créé d'emplois, etc. Mais on sait que ce sont les lobbies économiques, et notamment le lobby militaire, qui aujourd'hui a beaucoup profité de la situation qui se passe en Ukraine. Et donc, il y a pas, moi, je ne vois pas un gros risque sur l'économie américaine parce que c'est assez bien géré. On ne parle pas de l'aspect sociétal, socio-démographique. Oui, puis ça se fait à coup de dépenses fiscales et budgétaires soutenues. Le dollar étant très fort, il attire. Pas juste du wishful thinking. Dollar fort, taux d'intérêt élevé. Je veux dire, les États-Unis reprennent toujours la main, à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que là, c'est le cas. Donc, on va voir ce que ça donne, la grève, mais ce n'est pas inquiétant. Moi, je ne trouve pas ça si inquiétant que ça. Je suis plus inquiet par la situation européenne que la situation américaine. Je comprends. Dans le paysage global, même avec la grève américaine dans l'automobile, vous dites que ça reste quand même le pôle d'attraction aujourd'hui évident pour les investisseurs. Oui, mais... Malheureusement, j'allais dire, c'est à chaque fois pareil. Chaque crise, nous, il n'y a qu'à voir la trajectoire du PIB de la zone euro et du PIB de la zone US, la zone dollar, enfin les États-Unis. Oui. On prend à chaque fois du retard. Eux, non. Et en plus, ils ont une avancée technologique bien supérieure à la nôtre. La Chine, il y a l'idée que l'espoir peut être une stratégie court-termiste sur l'idée que les actions chinoises peuvent rebondir. Ah non, mais là, c'est d'accord. Non, mais moi, j'ai toujours dit, l'occidental qui n'est jamais allé en Chine, qui ne parle pas mandarin, il ne peut pas faire de commentaires éclairés sur la Chine. C'est pas possible. Mais sur la valorisation des actions chinoises, on a le droit d'en parler. C'est très bien, mais l'économie, ça passe après la démographie et la politique. Et là, aujourd'hui, la Chine, c'est d'abord la politique et la démographie. Moi, je citais l'exemple des pays asiatiques, les tigres, dont on disait qu'ils allaient avoir des croissants dans les années 80-90. C'était Thaïlande, ces pays-là, c'est ça. Vietnam, il y a eu avant Corée du Sud, le Japon, et en fait, ça s'est normalisé, notamment le Japon, à cause de la démographie. C'est très difficile de maintenir une croissance à 10%, surtout quand c'est fait à coup de subventions de secteur public, ce dont on discutait. Ce qu'il faut, c'est développer la sphère privée. Dès lors qu'on contraint la sphère privée, et là, c'est ce qui a été le cas politiquement, on atrophie son économie, donc on atrophie la libre entreprise, et donc les points de croissance s'évaporent. Après, oui, ça vaut pas cher, mais ça peut valoir pas cher pendant très longtemps. Aussi. Pétrole, matière première, là, ça repart fort depuis quelques mois. On pensait que c'était que le pétrole, puis il y a quand même d'autres métaux qui commencent à remonter un petit peu depuis quelques semaines. Alors évidemment, quand on est à 95, tout le monde call $100 sur le pétrole, on y est, donc voilà. Mais comment ça s'inscrit là dans le jeu macro des prochains mois, des prochains trimestres? La guerre, c'est inflationniste. Ouais. Et là, il y a une guerre entre deux blocs avec un pays intermédiaire, entre des producteurs, enfin la Russie notamment, et des consommateurs, l'Europe. Là, les États-Unis sont autonomes, mais donc moi je dirais que la meilleure nouvelle qu'il pourrait y avoir pour la croissance mondiale et les prix du baril, c'est l'arrêt de la guerre en Ukraine. Là, c'est clair que l'impact immédiat, c'est que les chaînes d'approvisionnement, la pression, ça c'est pas pour demain a priori, mais c'est un chapeau sur la croissance et puis c'est une pression sur pas que la matière première pétrolière, aussi les softs, tout ce qui est blé, on le voit bien avec les perturbations sur l'approvisionnement en mer Noire. Donc la guerre, c'est inflationniste et ça peut faire marcher les usines militaires de ceux qui ont des productions militaires, mais à terme, on l'a vu économiquement, ça finit toujours un peu par des catastrophes. Ça, c'est une inquiétude quand même, parce que derrière
ce pays qui est un petit pays, entre guillemets, il y a 2 blocs, comme ce qui a été dit, il y a 2 blocs qui se constituent et on voit bien que dans tous les sujets, c'est géopolitique. Le pétrole, c'est géopolitique. Oui, c'est ça, oui. Et nous, ça sert plus à rien d'être nous, on ne va pas financier, pouvoir faire baisser l'inflation. Non, mais on ne va pas pouvoir faire baisser l'inflation si le pétrole est à $100. C'est pas possible. Ouais. Donc ça maintient la pression sur la BCE, sur les taux, le risque toujours d'en faire une de plus, sociale, parce etc. Que l'essence en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est quand même un sujet très, très acrimonieux entre le pouvoir public et puis les consommateurs. Parlons de l'Inflation Reduction Act, qui célèbre ses 1 an. Alors, c'était passé à l'automne. C'était passé au Congrès à l'été 2022 et c'est rentré en application. Ça a été validé, tamponné, signé en fin d'année dernière. On a fait un peu le premier bilan des résultats. C'est déjà spectaculaire. Oui. C'est pas des projections à 30 ans, encore une fois, et c'est pas de la méthode Coué, quoi. C'est déjà là, ancré dans les territoires américains. Vive l'IRA, Igor. Non, mais enfin, c'est... Vive l'IRA, oui, référence à des choses un peu différentes. Mais... non, vive oui. Il y a un secteur qui est très capitalistique, donc quand les taux d'intérêt sont élevés, le réflexe naturel du boursier, c'est de le décoter. Ouais. Bon, après, sur les industries d'énergie renouvelable, on voit bien qu'elles ont du mal encore à prendre une part très importante dans la production d'énergie. Sinon, le pétrole ne serait pas là où il est. Enfin, bon, je pense que... C'est très hétérogène encore. Il y a des zones avancées. Je crois qu'en Allemagne, ils sont quand même déjà bientôt à 50% produits à travers le renouvelable. La chaîne d'approvisionnement, on pose... parce que c'est bien de dire on fait des panneaux solaires, mais si c'est fabriqué en Chine, on sait qu'en Chine... Voilà, le but de l'IRA, c'est de construire les panneaux solaires aux États-Unis. Je pense que c'est un cycle très long. Ouais. Et ça, la bourse, elle aime bien la rupture technologique, donc l'IA. Je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est une vraie rupture, c'est quelque chose qui change, enfin une vraie rupture. Oui. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas une rupture en tant que telle par rapport au moteur à combustion, par exemple. Mais bon, là, c'est un temps très long. Donc, et puis, on voit bien qu'on n'arrive quand même pas à régler le sujet climatique comme ça, juste parce qu'on donne des subventions. On voit bien qu'on a des sujets qui sont vers la planète, on est toujours aussi nombreux. Donc, c'est très, très long. Et après, ça suivra les codes de l'investissement boursier, c'est-à-dire le retour sur capital, etc. Donc, je pense que c'est trop jeune, vous dites, en fait, pour la bourse, là. Non, mais c'est des temps très très longs. Les champs pétroliers, ils n'ont pas été productifs en 2-3 ans. L'industrie pétrolière, elle a mis un siècle à être véritablement ce qu'elle est aujourd'hui en termes de rentabilité du capital, du cash, etc. Après, je ne veux pas laisser entendre qu'il y a un désamour du capital privé pour ces thèmes-là, parce que ça se joue peut-être en dehors des marchés boursiers. C'est ce que vous dites aussi. Le temps long, c'est le private equity, c'est l'infra, la dette privée. Enfin, vous connaissez très bien ces sujets. C'est peut-être aussi en dehors du marché liquide de la bourse que ça se joue. C'est là où l'argent public a une vraie valeur. C'est-à-dire que lui, l'argent public, il a la vision longue. Le TGV, le tunnel sous la Manche, enfin, il n'y avait pas d'argent public. Mais voilà, c'est là où l'argent public laisse de côté le TRI à court terme. Et c'est pour ça qu'on en a quand même besoin. Et après, l'argent privé prend le relais. Mais les multiples sont... Je pense que quand même, des multiples très élevés, on peut les justifier, mais quand on s'appelle Apple... Quand on est un champ de production d'électricité solaire, pas encore. Oui, puis c'est même pas eux qui justifient les multiples les plus élevés, Apple. Non, il y a pire. En plus, il y a pire ou mieux, j'en sais rien. Mais oui. Je prends Apple parce que c'est un symbole pour tout investisseur. Mais il y a eu beaucoup de faux démarrages sur, entre guillemets, les renouvelables. Oui, puis petite parenthèse, mais alors c'est en Europe, mais Siemens Energy au mois de juin, Ørsted au mois d'août, c'est quand même coup sur coup 2 gros gadins boursiers. Alors sur des problèmes peut-être distincts, mais quand même autour de l'éolien offshore, des questions de maintenance, des questions de... Vous voyez, l'éolien offshore, etc. C'est devenu un contre-argument écologique. C'est-à-dire que maintenant, les champs éoliens offshore sont aujourd'hui critiqués par les associations de défense des littoraux. Donc, c'est pas clair, c'est pas tranché. C'est pas simple. Heureusement que c'est pas simple, mais le sujet est long, je pense. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés partie action c'est quoi la logique d'investissement à ce stade, Les secteurs qui ont du cash. Je pense que le message du cycle actuel, c'est privilégier la liquidité. Donc,
partout où il y a de la liquidité qui est rémunérée, que ce soit dans la classe d'actifs actions, dans des entreprises qui ont accumulé et qui sont des modèles économiques qui créent du cash flow, dans le taux d'intérêt où on a des émetteurs qui ne sont pas à risque, et puis sur la liquidité pure, c'est ça le message d'investissement. Donc ça veut dire qu'il faut balayer les 3 marchés, cash, obligations, actions, avec le prisme de la liquidité, et donc pas de risque bilanciel. Oui, il peut y avoir des accidents de parcours de bénéfices, de croissance de bénéfices ou de plans stratégiques mal compris comme la Société Générale, mais quand on fait le cumul de l'argument de liquidité et de la valorisation, je pense qu'on est bien même pour attendre. On n'a pas de risque à attendre et à être sur des classes d'actifs très liquides, puisque maintenant, il y a une prime à la liquidité, alors qu'avant, il n'y en avait pas, il y avait une prime à l'illiquidité. Merci à vous 3. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dunon-Châtelet, DNCA, Igor Demac, Vital Épargne, Hervé Goulet-Kerr, Accuracy.